Depuis début janvier, les nouvelles majorités républicaines ont pris place dans les deux chambres du Congrès aux États-Unis, donc une majorité républicaine au Sénat et à la Chambre des représentants, et ils ont promis de livrer une bataille féroce à Barack Obama et ses politiques, ce qui annonce évidemment une fin de mandat plutôt houleuse pour le président démocrate. Qu'est-ce qui se dessine exactement? Qu'est-ce que ça veut dire pour le legs Obama? J'en discute aujourd'hui avec Pierre Martin, qui est professeur de sciences politiques et directeur de la chaire d'études de politique et économique américaine à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui l'histoire nous enseigne au sujet de cette cohabitation forcée entre un congrès d'un parti et un président de l'autre? Parce que c'est pas si inhabituel que ça, je pense. Bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'on regarde l'histoire, on s'est beaucoup penché sur les États-Unis dans les derniers 6 ans, et là, on a l'impression de voir quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire un président aux prises avec un Congrès dominé complètement par l'opposition. Mais on oublie que c'est une situation qui n'est pas si inhabituelle que ça. C'est-à-dire que les 3 derniers présidents qui ont eu 2 mandats, qui sont restés pendant 8 ans, ont passé les 2 dernières années de leur présidence avec un Congrès majoritairement contrôlé dans les 2 chambres par le parti d'opposition. Et là, on pense à W. Bush, on pense Clinton et Reagan. Et Reagan, jusqu'à Ronald Reagan. Et avant ça, il y a eu quelques situations un peu plus troubles, mais c'est pas une situation inhabituelle et il y a toutes sortes d'angles qui font que la grande confrontation qu'on a vue au cours des dernières années ne sera pas nécessairement dans l'intérêt du Parti républicain. Et il n'est pas nécessairement dit que c'est impossible de faire quoi que ce soit pour un président qui est aux prises avec un Congrès dominé par l'opposition. On verra sur quoi le président Obama pourra et choisira d'agir, mais ses prédécesseurs ont eu l'occasion de faire des choses importantes en collaboration avec un congrès d'opposition. Si on recule dans le temps, par exemple, George W. Bush, lors de ces 2 dernières années, il ne faut pas oublier qu'il a passé par-dessus l'opposition de son propre parti et il a collaboré avec la majorité démocrate pour entamer le programme de stimulation économique qui a fini après longtemps, après plusieurs années, par avoir raison de la grande récession de 2007-2008. Ça, c'est une première chose. Maintenant, ensuite, le président Clinton, à la fin de son mandat, a mis en place une réforme de l'assurance sociale, une réforme de l'aide sociale avec les républicains, qui a été controversé, qui n'a pas nécessairement été très bien accueilli par la gauche de son parti, mais qui a changé quelque chose. Ronald Reagan a aussi eu l'occasion de collaborer avec la majorité démocrate et surtout en ayant recours à la collaboration avec les modérés du Parti démocrate. Encore fallait-il justement qu'ils trouvent un terrain commun entre les deux. Et là, justement, quels sont les politiques ou les sujets sur lesquels les républicains du Congrès et Barack Obama sont susceptibles de s'entendre? Entre autres, on a parlé du commerce, c'est-à-dire qu'il y a quelques accords de commerce internationaux qui sont en cours de négociation. Libre-échange, et c'est habituellement un domaine dans lequel les présidents démocrates ont été en porte-à-faux ou en contradiction avec leurs propres alliés du Congrès. Et donc, c'est un domaine qu'on pense au partenariat transpacifique ou au libre-échange avec l'Europe, où le président démocrate pourrait se trouver des alliés républicains et des alliés dans son propre parti, parce que son parti le Parti démocrate n'est pas univoque en matière de commerce pour faire avancer les choses. Également, dans le domaine de la politique extérieure, il pourrait y avoir des zones d'accord. Il n'est pas dit aussi qu'il n'y aura pas des ajustements aux grandes politiques, par exemple la politique de santé, qui seraient des accommodements pas nécessairement raisonnables, mais nécessaires au président Obama. Vous pensez qu'Obama pourrait faire quelques petits compromis sur Dans certains cas, il n'y aura probablement pas le choix. C'est-à-dire que il est fort probable que les républicains vont insérer dans des projets de loi
auxquels il sera très difficile pour les démocrates de s'opposer, vont insérer des clauses qui vont gruger dans certains aspects de la loi sur la santé. Et donc, ce sera difficile pour le président de contrer toutes les oppositions du Parti républicain. OK. Est-ce qu'il n'y a pas toutefois, vous avez parlé des précédents où il y a eu de la collaboration entre les deux branches du gouvernement, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau ou enfin quelque chose qui s'est amplifié, c'est-à-dire la discipline de parti? Il y a quelque chose de fondamentalement différent en 2015 de ce qu'on retrouvait pendant les trois derniers épisodes, donc ce que j'ai mentionné. Pas nécessairement pendant la période de George W. Bush, mais certainement différent des années 90 et 80, c'est la très grande polarisation du Congrès. C'est-à-dire la très grande difficulté de trouver des sénateurs et des représentants au milieu, donc des modérés qui ont des positions qui sont compatibles avec leur propre parti et avec le parti opposé. Et donc, cette grande polarisation fait en sorte que c'est de plus en plus difficile de constituer des super majorités au Congrès qui sont, rappelons-le quand même, nécessaires pour passer la plupart des projets de loi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les prochains mois? C'est des situations où, lorsque le Congrès va outrepasser certaines limites par rapport au programme du président, le président va fort probablement apposer un veto. Et, il a annoncé son intention. Il a annoncé son intention. Il a tracé certaines lignes en disant, par exemple, qu'il ne va pas approuver des projets de loi qui vont fondamentalement changer sa loi sur la santé, qui est son principal legs législatif. Et donc, dans le domaine de l'environnement, on a déjà vu aussi avec l'oléoduc de Keystone, le président a été très net. Il ne va pas céder beaucoup de terrain dans ce domaine-là non plus. Donc, il y a certains domaines où le président, c'est très clair, va apposer des vétos. Maintenant, pour renverser les vétos, et ça, c'est une situation extrême parce qu'avant même de parler de veto, il faut parler du fait que les républicains, s'ils sont majoritaires au Sénat, ne contrôlent pas nécessairement tout ce que le Sénat peut faire. C'est-à-dire que pour fonctionner normalement, pour pouvoir faire avancer un projet de loi au Sénat, on a besoin non pas de 51 votes, mais de 60 votes. Oui, sur 100. À cause de la règle qu'on appelle du filibuster, qui permet à un sénateur de bloquer les débats, à moins d'avoir d'être opposé par au moins 60 sénateurs. Et les républicains sont 54. Oui. Donc, ils ne peuvent pas renverser le veto. On va faire un petit peu d'arithmétique ici. Là. On a 54 républicains, mais on a besoin donc de 6 démocrates pour passer la plupart des projets de loi. Il y a des exceptions, mais pour la plupart des projets de loi, on aura besoin de 6 démocrates. Et il y a un certain nombre de démocrates modérés qui ont déjà dit qu'ils s'opposaient au président sur certains dossiers, dont la loi sur la santé, dont les lois sur l'environnement. Alors, on verra, pour avoir les 60 votes, pour pouvoir même apporter un projet de loi au président, il faudra faire des concessions à certains démocrates. Ensuite, pour renverser un éventuel veto du président, il y aura besoin d'avoir les 2 tiers des votes. Donc, on passe de 60 à 67. Et pour passer de 60 à 67, il faut convaincre 7 autres. Ça commence à faire beaucoup de... Et c'est ça. Et pendant le débat sur Keystone, par exemple, là, il y a quelques semaines, on a vu un peu l'étendue des possibles. C'est-à-dire qu'au Sénat, on n'a pas été capable d'aller chercher les 14 votes qui étaient nécessaires à ce moment-là. Et maintenant, on en aura besoin de 13, mais il y en a qui étaient fiables à ce moment-là, qui ne sont plus là. Donc, les votes ne sont pas nécessairement là d'avance. Maintenant, à la Chambre des représentants, on a, et vous m'excuserez si je ne me souviens pas précisément des chiffres, mais les républicains, pour obtenir les 2 tiers des votes pour renverser un veto, puisque ça doit être renversé par les 2 chambres et pas par une seule, ils ont besoin de 45
votes démocrates. Et au moment des Keystone, ils en ont eu seulement 28. Oui, ça donne une idée de la dynamique qui se dessine et on pourra voir les intentions plus exactes de Barack Obama avec le discours sur l'état de l'Union le 20 janvier prochain. Pierre Martin, merci beaucoup. Je vous en prie.